Salut tout le monde, on est un tout petit peu en retard à cause d'un petit problème de micro chez moi, je m'en excuse. On est de retour pour une actualité très chargée aujourd'hui, entre des histoires de prolongation, des absents, un GF38 qui ne va pas très très bien en termes de jeu et de résultats ces dernières semaines. Et pour parler de tout ça, je suis en compagnie de Flo. Salut Flo, comment vas-tu? Salut Fred, merci pour l'invitation, tout va bien, j'espère que ça va toi aussi. Bah écoute, ça va plutôt pas mal malgré les résultats un peu plus en dents de scie. On a retrouvé un rythme normal aussi après la grosse semaine Ligue 2. Je me suis un peu mis dans le rythme de la Coupe de France aussi. D'ailleurs, peut-être qu'on fera une spéciale Coupe de France la semaine prochaine avec le quatrième tour. On a encore quelques clubs isérois. Je sais pas si tu suis ça un peu Flo de ton côté le foot amateur et le foot amateur isérois, mais les résultats n'ont pas été forcément très très bons lors du troisième tour. Mais on a notamment, je sais que c'est un match qui risque de te parler un peu plus, un Villeneuve-Chambéry au quatrième tour qui est plutôt intéressant sur le papier avec le petit poussé Villeneuve contre une des grosses équipes actuellement en lice, Chambéry. Je sais pas si tu avais suivi un tout petit peu le tirage. Ouais, ouais, tu m'en avais parlé, c'est clairement, à mon avis, l'affiche qui va un peu être au centre des projecteurs de la région, mais c'est vrai que en termes d'autres résultats, l'année passée était quand même beaucoup plus positif pour l'Isère, et là on constate une légère baisse, c'est dommage, mais j'espère que déjà qu'on aura un beau match entre Villeneuve et Chambéry, et puis après, on verra bien, quoi, mais c'est vrai que ouais, cette année, l'Isère est beaucoup moins performante que l'année passée. Après, on a eu pas mal d'affiches entre Isérois aussi et entre Sud-Isérois notamment, donc forcément il y en a qui sont pas passés. On a quand même encore Échirol en lice, on a Cessiné, on a Bourgoin-Jallieu, bon, on avait la Villeneuve donc pour qui ça va être un peu plus difficile le tour d'après. Il y a beaucoup, ils sont en D1 de district, en départemental Villeneuve, donc ça fait quatre divisions d'écart avec Chambéry. Et on a quelques Nord-Isérois également. Je crois que enfin c'est pas je crois, c'est la Tour Saint-Clair, la Côte-Saint-André n'ont pas pu encore jouer leur troisième tour, donc il y en aura au moins un des deux au quatrième. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est une période que j'aime bien, cette période où on a des vrais petits poussés en Coupe de France avec des équipes de départementales. J'ai eu la chance de voir l'Abbaye se qualifier le deuxième tour. Ils n'ont pas réussi l'exploit le tour d'après, mais ils en ont déjà réussi un premier. Voilà, c'est toujours très sympa, des bonnes ambiances, des joueurs qui se révèlent comme ça, des gardiens qui brillent sur des séances de tir au but, des buts incroyables. C'est aussi ça, les belles histoires de la Coupe de France. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, bah, ça va plutôt pas mal pour te répondre. Plutôt en forme avant d'aborder ce GF38 Caen. Flo, je te propose, avant d'aborder un peu plus les sujets d'actu, bah, de revenir sur GF38 Paris FC. Moi, j'en ai déjà un peu parlé chez les amis du Foot Time Show qui ont mis leur podcast en ligne, donc je vous invite à aller écouter. Ce que je te propose, Flo, bah, c'est de donner mon ressenti vraiment en 30 secondes et puis après de te laisser la parole sur le sujet. Moi, ce GF38 Paris FC me laisse un goût bizarre parce que j'ai vu deux GF38 très différents. J'ai vu un GF38 plutôt plaisant en première période, plutôt plaisant dans les intentions, puisque la réalisation et la conclusion ont encore été en défaut malheureusement contre le Paris FC. Mais j'ai vu un GF38 qui avait des intentions, qui a joué un peu plus haut que d'habitude, qui est allé chercher ses Parisiens qui étaient, il est vrai, en plein doute à ce moment-là. Il y a eu quelques belles occasions en première période. Il y en a deux de Bamba et une de Meïsaba notamment. Pour moi, le petit avantage au tableau d'affichage à la mi-temps n'aurait pas été immérité. Et par contre, en deuxième mi-temps, j'ai vu un GF38 vraiment catastrophique, battu dans la plupart des duels. Voilà, c'était malheureusement inéluctable pour moi qu'on finisse par perdre ce match. Et je pense que le Paris FC aurait pu avoir de gros regrets, ne serait-ce qu'avec un nul vu la deuxième période. On a vraiment été, il faut le dire, en dessous de tout pour moi. J'ai rarement vu une deuxième mi-temps, enfin une mi-temps aussi pauvre à Grenoble cette saison. Et c'est plutôt inquiétant en ce qui me concerne pour la suite, parce que physiquement notamment, voilà, j'ai vu des choses qui n'incitent guère à l'optimisme, alors qu'on est à peine mi-septembre. Donc voilà pour mon petit retour. Et niveau top flop de mon côté, il y avait du Brismo bleu bien évidemment dans les tops. J'ai bien aimé Meïsaba et à un degré moindre Ngando et Bamba aussi, notamment Bamba sur quelques occasions qui est capable vraiment lui de créer quelque chose en fait tout simplement. Et j'ai moins aimé Jacob Geno malheureusement. Alors comme je l'ai expliqué sur le Foot Time Show, je lui jetterai pas la pierre, mais bon après il faut constater aussi que c'était très difficile une nouvelle fois pour lui, même s'il a eu beaucoup d'activités en première période, qui s'est montré disponible dans l'utilisation du ballon, ça a été difficile. Et j'ai moins aimé les deux latéraux aussi, qui pour moi sont fait balader en seconde période en fait. La plupart du temps où Paris est passé sur les côtés, ils nous ont fait mal. Donc voilà pour mon petit retour personnel. Si vous voulez un retour un peu plus détaillé, bah, je vous invite à aller écouter le Full Time Show de lundi dernier sur News FM.
Flo, je sais que tu as regardé ce match, hein, tu as pas forcément apprécié ce match à sa juste valeur. Enfin, tu l'as pas apprécié, pas à sa juste valeur, parce que la valeur, malheureusement, ne fut pas au rendez-vous. Est-ce que tu peux bah, nous détailler un peu ton sentiment, ce que tu as trouvé éventuellement de positif aussi, mais quel est ton sentiment global pardon, sur cette première défaite à domicile de la saison? Déçu de cette défaite, mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire qu'on la sentait venir de plus en plus au vu des prestations. Le match qu'on avait fait auparavant avec le doublé de Bamba était un peu en trompe-l'œil contre Le Havre, je crois. C'était une victoire un peu en trompe-l'œil dans le sens où, Même on la avait victoire quand même 3-2, si tu parles de celle-là. voilà, c'est ça, exactement. Une victoire un peu en trompe-l'œil d'ailleurs, on s'était fait peur en fin de match, hein, mais voilà, on n'observe pas beaucoup de continuité ni de progrès dans le jeu et puis, bah, forcément le jour où, on tombe sur une équipe qui est un peu plus organisée, qui est comme le Paris FC, on se casse les dents, on est beaucoup plus exposé à notre manque de jeu, notre manque de rythme et puis beaucoup de défauts dont je vais parler plus tard donc j'étais déçu mais pas surpris. Sur le match, je vais quand même, parler de positif et je vais te rejoindre là-dessus. J'ai trouvé que la première mi-temps était très intéressante. Donc Vincent Aignan disait beaucoup qu'il demandait à ses joueurs de chercher les adversaires assez haut durant tous ces matchs-là. Ça s'était jamais vraiment vu, donc je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi il y a un décalage entre ce que Aignan demande et ce que les joueurs appliquent. En tout cas, quoi qu'il en est, sur ce match contre le Paris FC, c'est arrivé et c'était super, de voir ça. On avait des joueurs qui ont joué, et qui ont cherché Paris beaucoup plus haut, ça leur a causé beaucoup de problèmes. On a eu des récupérations de balles qui étaient de ce fait très intéressantes, mais malheureusement beaucoup de maladresse technique pour concrétiser ça. En effet, on a créé des belles occasions aussi, mais on n'a pas été assez tueur, à l'inverse du Paris FC qui s'est montré beaucoup plus tueur quand ils ont eu des temps forts, et ça nous a fait beaucoup, beaucoup de mal derrière. Euh, il y a quand même eu un petit trou qui s'est passé en première mi-temps entre la 20e et la 30e minute. On a perdu beaucoup contrôle du match et on a failli prendre un but déjà de Guy Lavogui sur une très belle action où il a encore le fer de lance de cette action. Donc ça montre quand même que voilà, donc qu'il y a du positif, mais que notre système n'est pas encore assez fiable pour tenir déjà ne serait-ce que sur 45 minutes. On n'arrive pas toujours à faire une mi-temps complètement maîtrisée, même Tu si en ce qu'on parlais, a vu. Flo, je me permets de te demander une petite précision sur un point qu'on a évoqué, hein. On a déjà parlé bien évidemment entre nous du match. En première mi-temps, donc on disait que les Grenoblois effectivement sont allés chercher plus haut ce Paris FC, mais comme tu le constatais justement, il y avait un vrai problème de bloc en fait avec beaucoup d'espace et au-delà de la qualité technique des Parisiens, hein, qui ont sorti proprement le ballon aussi à plusieurs reprises, ils ont été facilités dans ces sorties de balles aussi par des Grenoblois qui pressaient pas forcément tous ensemble en même temps en fait. Ça, c'est un point qui t'avait marqué sur la première mi-temps malgré le côté positif qu'on a relevé tous les deux. Oui, c'est ça, on a un pressing, tu fais bien de le souligner, qui est assez désorganisé et qui s'est encore plus vu en seconde période, avec donc des joueurs qui allaient en fait très très vite. On a pu se rendre compte qu'on avait eu un bloc qui se coupait tout rapidement, déjà entre Meïssaba qui lançait le pressing et qui n'était pas forcément suivi par le reste des joueurs. Donc ça donnait parfois un Meïssaba qui allait tout seul faire le pressing, un peu comme l'année passée avec Anani qui était complètement isolé, et le reste des joueurs. Et comme tu le dis très bien aussi, ça nous a posé beaucoup, beaucoup de problèmes, mais ça s'est encore plus vu en seconde période, c'est la distance qu'il y a entre les joueurs, entre les lignes, et qui crée des espaces du coup qui sont très facilement exploitables pour des adversaires. Et il suffit que tu aies un Guilavogui ou un Kebal côté du Paris FC, et des joueurs assez techniques pour exploiter ça et se faire plaisir avec les espaces qu'il a dans la défense. En fait, pour moi, durant la seconde période, on a complètement éclaté, c'est aussi parce que on n'arrive pas à tenir un bloc équipe satisfaisant. Alors oui, d'accord, on a un bloc bas, mais avec beaucoup trop d'espace entre chaque ligne et chaque joueur. Du coup, tu dois compenser ces espaces sans cesse et ça te prend une énergie folle et tu es obligé d'éclater au bout d'un moment. Et c'est quelque chose qu'on voit sur nous depuis un grand moment. C'est quelque chose aussi qui explique pourquoi on a du mal à aller chercher l'adversaire haut, puisque forcément, quand les joueurs sont écartés, ça reste assez Oui. facile de créer de l'espace et puis de faire passer des ballons entre les lignes. Et ça explique aussi pourquoi on a toujours des grosses baisses de régime en seconde période, puisque les joueurs sont usés de devoir compenser les mauvais placements des uns et des autres. Et je suis vraiment très très surpris en fait que rien n'est fait depuis le début de la saison pour corriger ce gros défaut-là. Et c'est pour moi, on va dire, le gros défaut, tu vois. Et puis une chose qui me choque à chaque fois quand l'équipe attaque, puisque quand tu vois une équipe attaquer, tu sais quand elle va défendre. Et que tu vois, même quand on attaque, à quel point les joueurs sont écartés. Je ne sais pas pourquoi Oignon demande ça, je ne sais pas s'il demande ça, mais quand le ballon est d'un côté gauche de l'attaque, par exemple, tu vas avoir ton ailier droit qui va être collé à la ligne adverse. Et ça va strictement rien apporter. Ce jour-là est complètement inutile. Et si tu regardes, tu compares un peu le GF38 par rapport aux équipes
joues en Première Ligue ou ailleurs, tu vois qu'il n'y a jamais, mais alors jamais, un ailier qui va coller la ligne adverse quand le jeu est à l'opposé de lui. Il va se recentrer justement pour créer, pour être plus proche de son bloc, faire un contre-pressing si jamais tu perds le ballon. Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Et aussi, si jamais, bah, du coup, le jeu va se décaler, bah, dans tous les cas, une transversale, c'est impossible que tu fasses une transversale en phase offensive qui va traverser tout le terrain. Donc, c'est important d'avoir des relais au milieu du terrain. Et ce joueur-là, cet ailier-là, qui pourrait être au centre du jeu, il pourrait être ici justement pour décaler le latéral qui lui va dédoubler. Donc, par exemple, tu vois, mais c'est des choses très basiques qu'on voit pas du tout et qui me frustrent beaucoup puisque Ce qui fait que les je latéraux comprends. prennent très peu part aussi au jeu offensif aujourd'hui, puisqu'il y aurait doublon effectivement. Ce qui fait, et ça c'est un point que regrette souvent Vincent Lyon, qui manque aussi un peu de présence dans la surface quand il y a des situations de centre, où on a le seul généralement. Ça a été un peu moins le cas, j'ai trouvé, en première mi-temps contre le Paris FC, où Ouais, Geno c'est Ngando a vrai. évolué haut notamment, mais ça manque de présence dans la surface où il y a le seul Meïssaba en général. Donc voilà, ça a aussi des impacts, ce que tu dis, sur globalement le jeu. C'est pas que son ailier qui colle sa ligne, en fait, c'est l'ailier qui empêche le latéral effectivement de participer un peu plus au jeu offensif. Et c'est un manque de présence, pardon, aussi dans l'axe. Donc c'est un point qui est vraiment très problématique aujourd'hui. Ça, j'imagine par contre que c'est une consigne. J'imagine mal des joueurs collés comme ça à leur ligne de leur propre volonté déjà d'une part, et ensuite un staff ne pas changer ça, même vocalement pendant le match. Hein. Vincent Aignan ne se prive jamais de donner ses consignes pendant le match. Donc ça, je pense que si c'est quelque chose, si c'était vraiment un point qui l'énervait fortement, qu'il le transmettrait à ses joueurs, y compris pendant le déroulé de la rencontre. Hein. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc, c'est vraiment très étonnant. En fait, honnêtement, tu joues ce type de football quand tu joues en district ou quand tu as 20 ans de plus. J'ai l'impression qu'il y a un vrai décalage entre ce que Lyon veut faire et ce que veut faire le football actuel. Sachant qu'en plus, on a des joueurs, pour être honnête, qui pourraient faire beaucoup mieux que ça et des latéraux qui pourraient plus participer au jeu. Donc, je suis très déçu de ça. Et en termes négatifs aussi, tu en as parlé brièvement, mais c'est le positionnement de Geno que j'ai eu du mal à comprendre. Donc le GF38 jouait en 4-1, 4-1 plus ou moins, on va Oui. dire, avec un Geno qui était quasiment en tant que numéro 10. Et c'est une position qui ne correspond absolument pas à ses qualités de jeu. Donc j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi il était positionné cette position-là, d'autant plus qu'on sait qu'il est dans la difficulté cette saison, et je vois pas c'est en quoi lui rendre service de le faire jouer à des positions qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'a jamais joué dans un système qu'il ne connaît pas. Et on l'a bien vu, du coup, bah, il a été complètement perdu le pauvre, et ça ne va pas arranger son début de saison qui est très très moyen. Donc, Alors, vas-y, conclus, et après je rebondirai sur deux, trois choses que tu as dites. voilà, je suis un peu surpris. Et puis bon, là, on pourra parler aussi en côté bas. Je ferai mes tops et mes flops plus tard. Je te laisse rebondir dessus et puis après on parlera du reste. Alors sur Geno déjà, il y avait Lucas Pouliken au Full Time Show lundi qui était son coach avec la réserve l'an passé qui expliquait que c'était plutôt un 8 Jacob Geno effectivement. Moi je suis assez d'accord, je trouve qu'il a cette capacité à porter le ballon, à dribbler éventuellement. Il a bien fait contre Amiens, je renouvelle mes compliments sur Amiens. Alors c'était pas un match extraordinaire, hein, je lui ai mis 5 la moyenne, mais pour moi c'était malgré tout un des meilleurs grenoblois de ce match-là. Par contre, effectivement, le gros problème, c'est la dernière passe. Hein, et effectivement, quand il est en position de 10, bah, voilà, il permet pas de faire briller ses coéquipiers avec tout le déchet qu'il a. Et un point qui est important et qui est intéressant que tu as dit par rapport à la baisse physique, donc tu attribuais ça à un mauvais placement. On peut aussi rajouter que bah, quand on cherche à presser l'adversaire, bah, c'est fatigant aussi. On peut pas faire ça tout un match. Il y a forcément des temps un peu plus faibles. Et on peut aussi rappeler que Grenoble a globalement assez peu la maîtrise du ballon dans ses rencontres. Là, ça a été moins vrai contre le Paris FC, mais globalement, Grenoble laisse plutôt le ballon à ses adversaires. Et que quand on court après le ballon, bah, forcément, on s'épuise aussi plus vite. Moi, il y a un vrai point qui m'inquiète quand même par rapport à ça. Donc, effectivement, il y a des facteurs qui expliquent la baisse physique du GF38. Il y en avait un la semaine d'avant contre Amiens, c'était que c'était le troisième match en 6 jours. Donc, bien évidemment, pour moi, c'est une vraie circonstance atténuante. Hein. Quand on multiplie comme ça les matchs en peu de temps, alors qu'on a quelques blessés dans l'effectif, c'est difficile. En revanche, contre le Paris FC, il y avait absolument pas cette excuse-là, puisqu'il y avait eu jour de préparation. Et pourtant, contre le Paris FC, les joueurs ont semblé cramés dès le retour des vestiaires. Et c'est un peu ce que Mathias Phaéton disait sur l'après-match. Donc on lui pose la question, pourquoi deux visages au GF38? Et pour lui, l'explication, c'est manque de fraîcheur. Donc si au 15 septembre, après 8 journées de Ligue 2 et avec 8 jours pour préparer ce match, on est déjà en manque de fraîcheur après 45 minutes,
Moi personnellement, alors je sais, c'est peut-être moi hein, en fait, mais je trouve ça plus que presque choquant en fait quelque part que des joueurs soient si peu préparés pour alors qu'on n'en est qu'à ce stade-là de la saison, ou alors la saison a été préparée pour un pic de forme plus tard, je sais pas, mais j'ai vraiment du mal à m'expliquer ce point-là. Donc bah, si sur le chat vous avez un avis sur cette question, toi si Flo, tu as aussi un regard sur cet avis et éventuellement des facteurs d'explication, je suis intéressé pour comprendre. Ou sinon, tu peux enchaîner avec ton petit top flop, du coup, si tu en as. D'ailleurs, je suis pas sûr que tu aies beaucoup de top non plus, mais des flops, à mon avis, peut-être un peu plus, hein. Bah, sur l'avis de la performance athlétique, je suis d'accord avec toi que c'est très inquiétant en effet. On le sent beaucoup et à mon avis, donc il y a 2 explications. Soit comme tu le dis, on cherche à avoir un pic de forme, mais dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi on l'a pas maintenant. Alors on va avoir un mois d'octobre peut-être un peu plus chargé avant la coupe du monde. Alors sûrement qu'on aura ce pic de forme en octobre. Dans ce cas-là, je ne comprends pas puisqu'on va quand même avoir une trêve internationale qui va arriver dans une semaine sur lequel la majorité de nos joueurs vont pouvoir se reposer. Donc on aurait quand même pu avoir une prépa un peu plus travaillée que ça, avec un pic de forme d'abord en septembre, puis ensuite refaire du travail de fond durant la trêve pour être repartir en octobre et ce mois qui va être très 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 chargé avant la Coupe du Monde. Donc, d'une, soit tu as donc un choix qui a été fait par les prépas et qui est mauvais, ou de deux, soit tu as un staff de prépa physique qui est juste incompétent et qui n'arrive pas à tirer le meilleur stade des joueurs, sachant que l'année passée, ils avaient quand même bien cabossé en prépa physique avec beaucoup de blessures. C'est clair que ça pose beaucoup de questions et je serais très curieux en fait de savoir ce que le staff, donc Michael Diafaria, si c'est bien son nom, a à dire là-dessus. En tout cas, c'est très très inquiétant en effet de voir ça, puisque bon, même là contre le dernier match de la semaine de 3 jours, hein, on n'était pas le seul club qui avait joué 3 jeux, trois matchs en une semaine. Donc je veux bien l'excuse des joueurs fatigués après 3 matchs en une semaine, mais on n'était pas le seul dans ce cas-là, et puis on s'est quand même fait bouffer physiquement en fin de match. Alors, je vois Euh, que Guillaume est présent dans le chat, la Suède comme d'hab au niveau du pseudo. Guillaume qui était ce matin à la conf de presse de Vincent Lyon pour Métro Sport. Du coup, je me permets, par rapport à ce que tu disais, Flo, de rebondir sur une phrase que Vincent Lyon a eue ce matin, en fait. Alors, il parlait plus au niveau des blessés, en fait, hein, mais c'est un constat qu'on peut aussi adapter au manque de fraîcheur physique constaté. Déjà, Vincent Lyon, après le match contre le Paris FC, il avait une phrase assez claire, hein. C'était forcément quand je vois notre deuxième mi-temps, je me pose des questions. Donc tu vois, on n'est pas les seuls à se poser des questions lui aussi. Donc je sais pas si c'est rassurant ou pas que le coach se pose des questions ou si c'est peu rassurant qu'il s'en pose seulement maintenant en fait. Et ensuite il enchaînait en disant on fait moins que beaucoup d'adversaires. Donc ça je pense que c'est plus un tacle pour ces joueurs effectivement. Et ce matin en conférence de presse, il a dit avec le nouveau terrain de la Poterne, nos conditions d'entraînement se sont améliorées. Donc sous-entendu qu'effectivement avec l'ancien terrain pardon, notamment pour les blessures, c'était aussi un facteur d'explication. Et donc, il enchaîne. Donc, on se pose des questions. Encore une fois, il se pose donc des questions. Est-ce qu'on travaille trop? Est-ce qu'on travaille pas assez? Donc ça, par contre, à mon avis, c'est petites piques pour le prépa physique, hein, sur les charges de travail fournies. Et il faut aussi qu'on renforce notre secteur médical. J'ai dû faire face à une incroyable série de blessures depuis mon arrivée. Donc moi j'ai le sentiment que Vincent Lyon, cette problématique qu'on relève, hein, qui est pas nouvelle, il l'a parfaitement cerné aussi et qu'il est en train peut-être de passer un peu plus clairement ses messages. Alors, qu'est-ce qu'il appelle le secteur médical? Est-ce que c'est purement médecin, kiné, etc.? Est-ce que ça concerne aussi la prépa physique? Je pense qu'il a aussi ciblé, comme je le disais, les joueurs. Est-ce qu'on fait trop d'efforts, pas assez? Enfin, en tout cas, je pense que ce point-là, qui mêle à la fois les blessures d'une part et à la fois les baisses physiques sur les matchs directement d'autre part, a plutôt été cerné. C'est plutôt rassurant que ce soit cerné. Ce qui est pas rassurant, c'est qu'au bout de 8 journées, on n'est toujours pas réussi à améliorer la chose. Mais en tout cas, Vincent Lyon, lui, tu te demandais si le staff avait réagi. Lui, en tout cas, ça fait 2 fois de suite, 2 conférences de suite où il dit littéralement, on se pose des questions. Maintenant, il va falloir trouver des réponses. C'est un peu plus compliqué que simplement se poser des questions. Je vais faire un petit tour dans le chat, Flo, avant qu'on enchaîne sur la suite. À moins que tu veuilles enchaîne d'abord sur ton top flop. Du coup, comme ça, après, je fais le petit tour de chat et on peut enchaîner sur les points qui vont intéresser le plus les gens, bien évidemment, à commencer par la prolongation de Vincent. Un petit top flop pour GF38 Paris FC, Flo. Alors juste pour le top, Maubleu, qui a été, je trouve, encore une fois, très très bon avec deux parades avant de prendre le but, malheureusement, mais je voulais lui rendre hommage puisqu'il a vraiment encore tenu la baraque et il a tenu son rôle. Il avait l'air Et en dépité flop, en prenant les buts d'ailleurs, hein. Je pense que c'est il aussi est, très révélateur de l'état d'esprit. Voilà, il a fait le boulot lui et j'ai le sentiment qu'il se disait que tout le monde n'avait pas fait aussi bien le boulot que lui ce samedi soir.
qui en arrive au flop, du coup, et on va parler malheureusement d'un joueur que j'adore, que j'affectionne, mais qui est Loïc Nestor, qui a été, je trouve, absolument passif et pas du tout concerné sur ce match-là. En témoigne, on en a déjà parlé ensemble, mais son retour défensif sur le premier but qu'on prend, où il revient en trottinant, alors qu'on prenait une contre-attaque. Donc vraiment très déçu du match de Loïc, et j'espère qu'il saura rebondir pour le prochain match et nous refaire atteindre le niveau qu'on attend de lui. Alors, pas pour le prochain match parce qu'il va être a priori forfait pour la Ouais, réception de Caen, mais du coup, oui, pour le prochain match où il revient. Alors, le petit tour de chat. Salut à Cyril, salut à Anto. Salut à Chuck Norris qui nous dit on a senti l'absence de Chapchet. Effectivement, je sais pas ça aussi si c'est très rassurant en fait qu'on se dise ah merde Chapchet est pas là alors qu'on a quand même notre charnière a priori largement titulaire enviée par beaucoup d'équipes des Ligue 2 mon frère Nestor. Mais c'est un constat que je me suis fait. Effectivement, il a manqué Alan Chapchet. Alors c'est très bon signe pour lui qu'on ressente ce petit manque. Je pense que c'est un moins bon signe quand même pour Grenoble qu'on en soit à se dire ah putain merde le défenseur de 20 ans qui a 3 matchs en Ligue 2 n'est pas là, c'est un manque. Je pense que Flo, toi aussi, tu t'es fait la remarque hein, sur Snapchat, par rapport à ce que tu nous dis sur Nestor, bah forcément aussi la comparaison est plutôt en faveur du jeune défenseur sur le début de saison. Euh, complètement. Gersbach vraiment en dessous de tout en ce moment, nous dit aussi Tchèque. Ouais, mais alors comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est mes flops, c'est les deux latéraux. Plus Gersbach que Paquiez encore. Paquiez la première mi-temps était pas si mal, après en deuxième mi-temps je trouvais ça plus compliqué. Gersbach effectivement c'est toute la rencontre. Alors il sera aussi forfait demain, on en parlera sur le troisième point. Est-ce que physiquement lui aussi ça commençait à devenir compliqué? Et Géno, festival de ballon perdu comme d'hab, ça on a dit. Salut à toi Forza, avec encore et toujours peu d'appels en profondeur de nos attaquants. Oh, je trouve que Meïsaba, lui, est plutôt pas mal en termes d'appels en profondeur. Bamba aussi souvent. Pour moi, le problème, c'est plus qu'ils sont pas toujours servis. Après, là, c'était un peu différent contre Paris, parce qu'on récupérait les ballons un peu plus haut et qu'ils avaient un peu moins de profondeur, justement. Les appels en profondeur, plus d'autres joueurs de l'équipe, à la limite, ça manque peut-être un peu de projection d'un milieu du terrain ou alors des ailiers quand on est en 4-3-3, comme le disait Flo, qui ont tendance à tout le temps rester collés sur un côté. Voilà, après, c'est ce que rajoute Forza, que passer par les côtés et un centre bidon. C'est vrai que la qualité de centre du GF38, c'est pas forcément incroyable encore une fois cette année. Salut Alex, salut à la Suède, du coup, comme je te disais, merci d'être parmi nous et merci pour avoir fait les retours de la conférence de presse ce matin. Et Guillaume qui nous dit le changement de ton de Vincent Lyon concernant les blessures est problématique. Alors moi, c'est les blessures qui sont problématiques déjà, que le coach change de ton. Je pense qu'il l'a déjà fait en interne, hein, mais qu'il le fasse de manière un peu plus publique et face à la presse, pour moi, ça en dit aussi beaucoup. Alors après, je suis pas en interne, hein, peut-être qu'il avait pas fait passer les messages en interne, mais généralement, quand un coach commence à donner ce genre de messages en externe, c'est qu'en interne, ils sont pas forcément très entendus. Moi, c'est mon interprétation, pas spécialement pour Vincent Lyon, hein, c'est mon interprétation globale. Après, le cas spécifique de Vincent Lyon, je sais pas. Le retour de Pérez peut faire du bien, nous dit Alex. Bon, ça peut apporter une touche technique. Maintenant, il faudrait que ça soit le Pérez j'allais dire de quand, bah, je sais pas en fait, hein, que ça soit le Pérez de la première mi-temps contre Guingamp l'année dernière. Ah, si c'est le Pérez qu'on voit depuis 2, 3 ans à Grenoble, c'est plus difficile. Mais oui, il a un profil en tout cas, Manu Pérez, qui peut être intéressant et qui peut en partie résoudre un certain nombre de problèmes. Salut à toi Brigitte, j'espère que tes vacances se passent bien et bah, je pense que tu seras de retour parmi nous pour la réception de Caen au Stade des Alpes demain. Apporter des cartons rouges KO pas, nous dit Tchèque. Voilà pour le petit point